tous et bienvenue sur Batman on prend son bouquin. Je viens aujourd'hui vous parler de lecture car il était temps après ces 2 mois d'hibernation livresque que je viens de vivre. Donc voilà, j'ai pas beaucoup lu ces 2 derniers mois, mais j'ai quand même découvert quelques trucs sympas. Et je vous accueille dans un tout nouveau décor, voilà, car j'ai déménagé. Et oui, comme la totalité de notre si beau pays, je suis actuellement soumise à la mesure de confinement. Je suis confinée. Je me suis donc dit qu'il était clairement temps de me remettre à bouquiner. Surtout que je suis dans une situation assez rigolote. Minute, je raconte ma life. Voilà, je viens de déménager samedi soir, donc en fait les seules affaires que j'ai ici avec moi sont mes bouquins. Tout le reste est dans l'autre appart. Voilà, donc clairement c'est parti pour 15 jours où j'ai au choix cuisiner ou lire, et c'est à peu près tout ce que j'ai pour m'occuper. Donc en même temps le retour à la lecture était un petit peu suggéré par la situation. Je m'excuse d'avance du coup de la résonance, car comme je vous l'ai dit, mon appartement est vide, donc je n'ai aussi pas de meubles. Bon, vous en avez tous marre d'entendre parler de ce foutu virus et du confinement, du coup je me suis dit que j'allais vous préparer une sorte de petite sélection lecture. Soit qui va vous parler d'autre chose, soit qui va vous faire voyager, soit qui va vous cajoler un petit peu parce que c'est quand même assez stressant cette situation pour tout le monde. Et puis pour ceux qui n'ont pas du tout peur, je vais vous donner de la bonne dystopie qui va vous rappeler un petit peu tout ce qu'on vit aujourd'hui, donc c'est comme ça, c'est un bon programme. Parmi cette sélection, il y a des bouquins que j'ai lus il y a longtemps, il y a des bouquins dont je vous ai déjà parlé, et il y a aussi quelques lectures que j'ai fait là en janvier-février, du coup durant ces 2 mois où j'ai pas trop lu. Soutien d'ailleurs à toutes les maisons d'édition, hein. Comptez sur nous pour nous ruer sur les librairies dès qu'on pourra y retourner, vous en faites pas, on sera là. Première catégorie, t'évader en dehors de ton appartement. Oui, car nous ne sommes pas tous dans une grande maison à la campagne, non, nous sommes beaucoup à être dans des tout petits appartements de ville et à avoir comme seule brise d'air la lumière qui sort de ton Velux le matin. Oui, oui. On commence tout de suite par un classique du genre que j'ai laissé là-haut, donc tant pis. Je vais vous parler de la saga À la croisée des mondes. Ceux qui me suivent sur Instagram donc savent qu'À la croisée des mondes de Philippe Pullman, je l'ai commencé, ça a été ma première lecture de 2020 et ça a été un coup de cœur, voilà. Clairement, est-ce que je surprends des gens en disant ça? Je suis complètement sous le charme et en fait, je trouve que c'est pas trop une série jeunesse. Contrairement à ce qui est annoncé. Ok, Lyra, le personnage principal, est une petite fille, elle a 12 ans, mais c'est bien la seule chose qui fait jeunesse, parce que tout le reste, tout l'univers, c'est assez complexe, et c'est vraiment pour moi un bouquin de fantastique pour adolescents, grands adolescents, voire pour adultes. Donc ceux qui ont peur de ce côté enfantin, bah oubliez-le, il n'y est pas, allez-y, foncez, c'est génial. On est dans un monde dans lequel les êtres humains ont tous un démon, c'est un peu leur âme, qui est représentée sous la forme d'un animal, voilà. Donc vous ne pouvez pas vous en séparer, c'est vraiment une partie de vous. Et donc Lyra, elle a elle aussi son démon avec elle, qui est tout le temps, comme tous les êtres humains. Lyra est une petite fille qui vit dans une grande faculté anglaise qui un jour par mégarde va découvrir qu'on veut assassiner son oncle, donc qui est la seule personne de sa famille, et va éviter l'assassinat, ce qui va lui permettre d'entendre des choses qu'elle n'aurait pas dû entendre sur une poussière. Cette poussière, on ne sait pas ce que c'est, ça fascine tout le monde et ce serait la cause de pas mal de mystères qui se passent actuellement dans l'univers de Lyra. Je vous en dirai pas plus, mais dites-vous que c'est un livre qui va vous faire voyager, vraiment. Vous allez partir en montgolfière, vous allez partir en traîneau, vous allez partir sur le dos d'un ours blanc, qui d'ailleurs a un nom spécifique que là tout de suite je n'ai plus en tête. Il y a des méchants redoutables. Vraiment, là on est dans les vraies facettes glauques de l'humanité sont bien représentées. Et surtout le fait d'avoir ça sous le point de vue d'une enfant, ça donne une certaine légèreté à ces trames complexes et difficiles. Les personnages sont hyper attachants, moi j'en ai un préféré, je dirais pas qui c'est. J'ai juste envie c'est que Lyra, cette gamine, s'en sorte, voilà. Elle a une sorte d'alliétomètre, c'est une sorte de boussole de ouf qui l'aide et qui la guide en fait à prendre les bonnes décisions, et évidemment tout le monde se bat pour récupérer cette boussole, donc il faut qu'elle fuit, elle va avoir des alliés, elle va avoir des ennemis, il va y avoir plein de rebondissements, vraiment c'est trop cool. Donc allez-y, je regrette de ne pas les avoir lus plus tôt, je suis vraiment fascinée par cet univers, puis en plus si comme moi vous aimez bien un petit peu les paysages nordiques, vous y êtes bien. Dans le même registre, je suis très paysage nordique, je me suis dit que j'allais vous reparler de cette BD qui a été un coup de cœur l'an dernier, qui est Stand Still, Stay Silent de Mina Sundberg, voilà c'est le tome 1. Le tome 2 est sorti et je crois que le tome 3 arrive au début de l'été. Bon, c'est un peu, je me rends compte là en vous le présentant qu'il y a un petit lien un peu avec notre situation actuelle, mais voilà. Il y a eu une grande maladie qui a bouleversé le monde et du coup on est 90 ans après cette grande maladie. Ce vieux monde, du coup le monde pré-maladie, a disparu et a été laissé à la merci des trolls, des géants et de toutes les petites bestioles fantastiques qui peuplent nos contrées. Tous les êtres humains vivent dans des villes et ne peuvent pas en sortir. Ça vous rappelle quelque chose? Il va y avoir une équipe d'explorateurs qui va partir du coup dans cette toundra
parce qu'on est dans les pays scandinaves, donc l'équipe est composée de Norvégiens, de Finlandais, de Suédois, d'Islandais, qui viennent chacun avec leurs croyances, leur culture, leurs légendes, et ils vont devoir cohabiter ensemble pour partir découvrir ce grand mystère qu'est le monde en dehors des villes. Ils sont un peu en mission de reconnaissance pour le reste du monde, et voilà, c'est une histoire qui parle beaucoup de mythologie, qui parle d'amitié, d'aventure évidemment. Les personnages sont très différents les uns des autres. Ensuite, j'adore le dessin, j'adore l'univers, la richesse avec laquelle Mina Sundberg a nourri son histoire. On ne parle même pas de la colorisation qui est juste magnifique. Donc voilà, c'est vraiment un super beau livre. Déjà en tant qu'objet, c'est une très belle bande dessinée d'aventure. Et en plus, on se prend vraiment au jeu, on plonge dans l'univers et ça donne vraiment envie d'aller mettre ses raquettes et de partir dans la neige, découvrir soi-même les trolls, les géants et toutes ces choses. Donc voilà, donc je pense que ça peut être un bon moyen aussi de vous évader. Je me suis dit qu'il était temps aussi de ressortir un peu de classiques de nos bibliothèques. Et c'est pourquoi, dans l'idée de partir découvrir un autre monde et de vous évader un petit peu, j'ai choisi de vous parler de Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. L'univers d'Alice au Pays des Merveilles, on est beaucoup à le connaître grâce à l'adaptation Disney, du coup, qui en a été faite, qui est assez fidèle au livre d'ailleurs, et qui est particulièrement flippante quand tu la regardes avec tes frères et sœurs du haut de tes 5 ans. Donc déjà l'univers d'Alice au Pays des Merveilles petite il me faisait flipper, et puis ado il a commencé un peu à me fasciner par justement tout ce côté farfelu et un peu grotesque. J'ai eu envie de me plonger dans le livre et c'est devenu un de mes livres phares parce qu'il me met mal à l'aise autant qu'il me séduit. Lire l'œuvre originale permet un peu de découvrir la folie ou le génie de Lewis Carroll, je sais pas trop comment qualifier, mais donc cet homme a créé tout un univers pour Alice, cette petite fille têtue, bornée et très curieuse qui veut comprendre ce qui se passe. En même temps, je serais à sa place face à une chenille géante qui fume le narguilé en me récitant de la poésie. J'aurais aussi envie qu'on m'explique ce qui se passe, hein, il faut la comprendre un peu. Vous avez vu les adaptations de Tim Burton, ne vous basez pas trop dessus. Il n'a pas vraiment respecté l'histoire officielle. Voilà, il a gardé les personnages, le fil conducteur, on va dire, mais bon, la véritable histoire est quand même bien différente. Lewis Carroll, le Pays des Merveilles, il est temps de vous y plonger. Vous en sortirez pas indemne, vous trouverez ça soit complètement chelou, soit super, soit nul, qu'importe, mais dans tous les cas vous y serez pas indifférent. Et pour clôturer cette catégorie s'évader en dehors de ton appart, j'ai choisi de vous présenter Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. J'arrive complètement après la vague, hein. C'est une saga qui a du succès depuis plusieurs années. Ça raconte l'histoire de Sophie. Sophie en fait c'est une petite fille qui lit dans les pensées des gens et qui se sent évidemment du coup très différente du commun des mortels. C'est normal, elle va découvrir qu'elle est un elfe. Attention, là les elfes ne ressemblent pas à la figure qu'on a de l'elfe classique un petit peu impacté par Le Seigneur des Anneaux ou ses autres grandes œuvres littéraires. Ici, les elfes, ce sont des êtres humains comme toi et moi, sauf qu'ils ont les oreilles pointues, et ils ont des pouvoirs magiques. Ils vivent dans des mondes parallèles auxquels on peut accéder grâce à des prismes de lumière. Ils ont une sorte de bâton magique. L'univers des elfes, dans lequel va évoluer Sophie, a tout d'un univers dont tu rêves quand t'es gamin. Dans ma tête à moi, tout est de toutes les couleurs. Que ce soit autant les personnages que leurs tenues, que les paysages, que les maisons, tout est très lumineux, très féerique. Sophie va aller à l'école, elle va se faire des amis, elle va apprendre à utiliser ses pouvoirs et évidemment nous sommes dans une saga de plusieurs tomes, donc Sophie va être centrale. Une prophétie va exister autour d'elle, il y a tout un mystère autour d'une organisation qui s'appelle le Cygne Noir, qui laisse des indices partout, il y a des grands méchants, on ne sait pas qui c'est, on est vraiment dans de la saga fantastique de base, et qui est, elle, pour le coup, destinée à un jeune public. C'est de la jeunesse, donc une fois que vous avez accepté le fait que voilà, c'est écrit de manière à ce que ce soit lu par des enfants, des pré-ados et des ados, vous êtes totalement dedans. Moi au début je me disais oh là là c'est un peu simplet. Quand je dis simplet, c'est pas dans le sens que c'est pas riche, mais plutôt dans le sens que c'est un peu facile, voilà. Les dialogues sont très gentillets, les personnages, en tout cas au début, ne sont pas très complexes. Donc je me disais bon je suis pas sûre que je vais forcément adhérer, je l'ai sûrement lu trop tard, je suis peut-être un peu trop vieille pour ça. Mais au final, on se laisse prendre par les aventures de Sophie, on a envie d'en savoir plus. Ce qui fait que j'ai déjà lu 2 tomes sur 8, je crois, et que j'ai décrété que ce serait un peu une lecture doudou dans laquelle je retournerai régulièrement quand j'aurai envie de lire un truc un peu léger. Voilà, donc Shannon Messenger, elle était à Montreuil et ça a déclenché un truc de fou, les gens faisaient la queue pour avoir des tickets pour pouvoir la voir. C'est ce qui m'a un peu poussée à enfin aller lire cette saga que je me disais depuis 2 ans, bon, je la repoussais tout le temps à plus tard et je me suis enfin jetée dedans sans regret. Et là, pour le coup, vraiment, tu penses plus à ton quotidien. Là, tu souffles un peu, tu respires et t'es dans un univers hyper féerique et hyper sympa. Donc vas-y,
plonge dedans. Pour ceux et celles qui ont juste besoin de se changer les idées et de penser à autre chose, j'ai choisi de vous présenter 2 livres très connus mais très addictifs qui font qu'une fois que tu les as commencés, tu n'as plus envie de les lâcher. On commence par Un avion sans ailes de Michel Bussy. Bon, Michel Bussy, on ne le présente plus, hein, c'est un des auteurs français les plus phares du moment. Et personnellement, je l'ai découvert avec ce bouquin-là, Un avion sans ailes, qui ne m'a pas du tout laissée indifférente et auquel je pense encore très régulièrement. Nous sommes en 1980 et il va y avoir un crash d'avion en France. Évidemment, tous les voyageurs vont décéder suite à ce crash, sauf une petite fille, un bébé de quelques mois, une petite libellule qui, voilà, c'est le nom que va lui donner la presse, la petite libellule survivante, la miraculée, qui va survivre à ce crash. Le seul souci, c'est que dans l'avion, il y avait 2 bébés du même âge et que les familles restantes, donc les grands-parents beaucoup, vont se battre. On va avoir 2 familles qui vont s'affronter pour récupérer cet enfant. La justice va trancher, elle s'appelle Émilie Vitral et elle retourne dans la famille des Vitral. Mais est-ce qu'on en est vraiment sûr que ce soit bien Émilie Vitral? Est-ce que c'est pas plutôt l'autre petite fille? Est-ce que sa vie, du coup, se passe au milieu de la bonne famille? Comment le savoir? On va suivre un détective privé, ça fait 18 ans qu'il enquête sur l'affaire, 18 ans qu'il change d'avis, qu'il n'est pas sûr de lui et qu'il a besoin de vraiment connaître la vérité. Vous ne pouvez plus lâcher ce bouquin. Vous voyez, rien que là de vous en parler, j'ai des bribes de souvenirs qui reviennent de certains passages. C'est très bien écrit en plus, il y a de très belles phrases et surtout, l'intrigue est bien tenue, le rythme est hyper bon. Donc voilà, vous voulez vous changer les idées, parler d'autres choses, allez-y, une bonne petite enquête. Vous allez vraiment vous demander jusqu'au bout si oui ou non elle a été mise dans la bonne famille. Et la fin vaut son pesant de cacahuètes car moi j'ai été hyper surprise et je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc jusqu'au bout, on est vraiment dans le suspense, dans le mystère et dans l'envie d'en savoir plus. Autre bouquin addictif, je me suis dit que j'étais obligée de vous parler d'un Joël Dicker et j'ai choisi de vous parler du Livre des Baltimore. Voilà. On retrouve Marcus Goldman, personnage de la vérité sur l'affaire Harry Kéber, durant son enfance. Un peu 2 familles. Voilà, il y a la famille de Marcus Goldman et il y a les Goldman de Baltimore. En fait, c'est chez son oncle et sa tante où il vit avec ses 2 cousins. Marcus Goldman adore y aller. Il y va à chaque vacances, il est un peu en adoration de son oncle, sa tante, ses cousins, et on va du coup, à travers ce bouquin, suivre son enfance, ses vacances, au sein de cette famille. Il va se passer un drame, un vrai drame comme on en fait peu. Marcus Goldman va essayer donc de remonter dans ses souvenirs d'enfance pour comprendre mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a fait basculer cette famille qui pour lui était l'incarnation de la perfection, de la vie rêvée. Et le Réveil des Baltimore, c'est celui qui m'a le plus perturbée, dans le sens où il m'a vraiment retourné le cerveau, touché. Je sais pas pourquoi d'ailleurs à ce point-là, mais il m'a vraiment beaucoup marqué. Comment ils ont pu en arriver là? Comment cette vie parfaite a pu être détruite due à un événement? Ah, ça aiguise votre curiosité, vous avez envie de le lire, avouez. Eh bien allez-y. D'ailleurs moi j'ai envie de le relire. C'est le problème, ça, des livres super que je vous présente quand je vous en parle, c'est que souvent j'ai envie de les relire tout de suite dans l'instant T. Mais j'ai une 40aine de bouquins neufs qui m'attendent là-haut. Côté relecture, le dilemme du lecteur. Bon, on passe maintenant à la thématique de ceux et celles qui en ce moment ne sont pas du tout angoissés, ne sont pas du tout stressés par cette situation européenne, voire mondiale que nous vivons, et qui du coup se disent « Oh là là, j'aimerais bien moi aussi avoir peur du coronavirus, j'aimerais bien moi aussi avoir peur du fait qu'on est tous confinés chez nous et qu'on n'a même plus le droit d'aller dans la rue. Qu'est-ce que je pourrais lire pour ressentir tout ça ?» J'ai la solution pour toi. On va commencer par une saga que je n'ai pas terminée, parce que j'ai adoré le tome 1, et j'ai été très déçue du tome 2, et je suis encore dans un débat intérieur pour savoir si je vais finir ou pas cette saga. Il s'agit de la 5e vague. La 5e vague, clairement, là on est dans la thématique, je vous mets dans le mille de quoi ça parle. Nous suivons une adolescente, Carrie de mémoire, qui essaye de survivre dans la nature. Parce qu'en fait, un virus a décimé les 3/4 de la population mondiale. Elle a perdu son petit frère, qui a été emmené par des inconnus. Et son but, évidemment, c'est de le retrouver. Carrie va pas être le seul personnage central. On va être sous le point de vue de plein de personnages différents qui vivent l'événement de manière totalement différente. Et moi, j'avais adoré ce détail. Le virus, il y a une part de fantastique et de science-fiction. Le virus, dans cette histoire, ne vient pas d'une forme naturelle. Voilà, c'est pas la nature, c'est pas un animal, ça vient des autres. Et qui sont ces autres? T'aimerais bien le savoir, hein, mais t'as plus qu'à lire le bouquin. On continue dans les thématiques vachement sympas avec 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. Déjà, Manon Fargeton, c'est une autrice que j'adore en tant qu'autrice parce que j'aime beaucoup ses bouquins et surtout en tant que personne. Voilà, je prends plaisir à la suivre régulièrement sur les réseaux et je l'ai rencontrée à Montreuil et du coup je me suis dit qu'en fait elle était
fidèle à ce qu'elle est sur les réseaux, c'est-à-dire une nana hyper gentille, accessible, créative et qui n'est pas avare en conseils et en gentillesse. Donc voilà, j'étais très contente de la rencontrer à Montreuil. Et 10 jours avant la fin du monde, c'est le premier livre que j'ai lu d'elle et je l'avais vraiment apprécié l'an dernier. Le monde est un peu en train d'exploser. Et vous imaginez que le Japon c'est le centre et que là, toute la longitude du Japon va exploser. Il y a une vague, on ne sait pas ce qui se passe, ça détruit tout sur son passage. Et que ça part du Japon. Et que ça va faire clac, 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 le tour de la planète comme ça. Le seul endroit où il faut aller vous cacher pour survivre, c'est en Bretagne. Évidemment, on va encore chez les Bretons. Donc il y a un peu le monde entier qui se rue vers cet endroit parce que chaque jour la vague avance. On prévoit que les deux vagues vont se rencontrer au bout de 10 jours et du coup on va suivre la quête d'un refuge du point de vue de plusieurs personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui ne se connaissent pas à la base, mais qui vont se retrouver à fuir ce mal ensemble. Il y a plusieurs points de vue, du coup on va voir un point de vue d'adulte, d'enfant, d'un couple d'amoureux, d'une flic, des services de secours, des gens qui sont sur place en Bretagne, des gens qui sont à l'autre bout du monde, et c'est vraiment hyper riche. Surtout ça se lit hyper bien, hyper vite. Moi je crois que je l'avais lu d'une traite. C'est pas un livre dont personnellement je suis sortie indemne. Je sais pas pourquoi il m'a autant marqué, parce que je lis souvent des bouquins sur la fin du monde, c'est une thématique qui me... Tout ce qui est dystopique, flippant comme ça, c'est une thématique qui me plaît et me séduit depuis toujours. Mais là, celui-ci est resté marqué dans ma mémoire, je crois. Je crois que je me suis vachement identifiée à ces gens qui ont essayé de fuir ensemble et au fait qu'il y a encore des solidarités humaines qui existent même dans les pires moments. Ça fait du bien un peu au cœur et je crois qu'en ce moment on en a un peu besoin, donc n'hésitez pas à lire ce livre. Et une dernière petite dystopie pour la route, hein. Alors là on va pas parler de virus, non. Là on va parler de Vox, Vox de Christine Dahlscher, je sais encore lire à l'envers. Les États-Unis sont soumis à une autocratie assez hard qui empêche les femmes de parler. Dans ces États-Unis-là, les femmes ont un quota de mots de 100 mots par jour. Comment c'est possible? En fait, elles ont un bracelet autour du poignet qui comptabilise leurs mots, et dès qu'elles ont dit 100 mots, elles se prennent des décharges électriques, de plus en plus fortes, pouvant mener à la mort. Toutes les femmes qui essayent de contester, toutes celles qui s'impliquent, toutes celles qui travaillent, toutes celles qui ne sont pas juste à la maison à s'occuper de leur mari et de leurs enfants, sont déportées dans des camps de travail, des prisons affreuses au milieu du désert américain. Nous on va suivre Jean. Jean c'est une docteure en neurosciences, comme toutes les femmes, elle n'a plus le droit de bosser. Elle doit s'occuper de ses enfants, elle doit regarder l'école, retourner le cerveau de ses enfants, elle doit regarder sa petite fille de 4 ans ne pas avoir le droit de prononcer plus de 100 mots par jour. Et du coup elle va essayer d'évoluer au milieu de cette ambiance horrible. Sauf que Jean va être appelée à trouver un remède parce que le super président des États-Unis, figurez-vous qu'il vient d'avoir un trauma crânien hyper grave et que du coup il leur faut des professeurs en neurosciences et que Jean est une des meilleures et que mince c'est une femme, on va la chercher quand même ou pas? Bah ouais quand même, c'est quand même le cerveau du président quoi. On va lui enlever son quota de mots et elle va chercher du coup une solution à ce problème médical avec une équipe. Mais voilà, elle va en fait surtout découvrir plein d'autres choses. Je vous en dis pas plus, ce livre j'ai pas été fan de tout. J'ai même été assez déçue de la fin, dans le sens où en fait, ce qui m'a séduit, c'est vraiment ce côté univers politique affreux dans lequel on bride la parole des femmes tellement elle est dangereuse pour l'évolution de l'espèce humaine. En gros, dans la tête des gens, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont dit, clairement, le chômage, les conflits dans le monde, toutes les raisons du malheur, hein, le Covid-19, on pourrait presque le mettre dedans, tout ça c'est de la faute des femmes. Et forcément, si les femmes retrouvent une place digne d'il y a plusieurs siècles dans la société qui est d'être à la maison, de s'occuper des enfants et de leur mari et de ne rien faire d'autre, forcément on va pouvoir remettre le monde à flot. C'est ça qui se passe dans la tête des gens aux États-Unis. Mais attention, quand je dis ne rien faire d'autre, elles n'ont rien le droit de faire. Elles n'ont pas le droit de lire, elles n'ont pas le droit d'écrire, elles n'ont pas accès aux réseaux sociaux. Elles ne peuvent regarder la télé que la chaîne spécifique que tout le monde regarde et qui est obligatoire. Elles ne peuvent rien faire. Dit comme ça, vous vous dites ça ne pourrait jamais arriver. Eh bien, sincèrement, quand on lit le bouquin, ça semble pas si impossible que ça. Et c'est ça le plus marquant dans ce livre. C'est pas l'intrigue des recherches scientifiques et tout qui, moi, m'a marqué. Ça, en plus, le vocabulaire est tellement poussé que des fois, j'étais un peu à décrocher. C'est plus l'évolution qui s'est passée dans l'esprit des gens pour se dire que ça a été ça la solution. Et puis voir qu'il y en a beaucoup qui y adhèrent, et même des femmes. Et c'est hyper psychologique, hyper sociologique comme bouquin, hyper intéressant. Et c'est marquant. Voilà, je pense que cette petite proposition de bouquin peut peut-être vous donner des idées.
En tout cas, ça peut sûrement vous donner envie de vous occuper pendant cette période de confinement et d'aller fouiller vous-même dans vos bibliothèques. Je vous souhaite à toutes et tous de très belles lectures. Changez-vous les idées, voilà, c'est relou ce qui se passe, mais ce qui compte le plus c'est quand même de ne pas être malade. Donc on n'est pas malade, on va se soutenir, on va s'envoyer du love par internet. Imaginez s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, comment on se ferait chier. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les bouquins que j'ai présentés, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à proposer vous-même des livres qui correspondent à ces 3 thématiques qui pourront ensemble nous changer les idées. Sur la communauté Booktube, il y a évidemment pas mal de gens qui se mobilisent pour vous changer les idées, partager avec vous du contenu. Je sais que Jeannot Soli vient de mettre en place un Jeannoton, voilà, une sorte de petit défi pour vous inciter à lire pendant ce temps de confinement. Il me semble que Bulldop aussi a fait une vidéo avec un challenge littéraire. Voilà, pour ma part, pas de challenge, je m'excuse, mais j'ai décrété de faire quelque chose d'inédit qui est que je vais filmer un vlog de mes lectures, voir pendant ces 15 jours de confinement combien de bouquins je vais lire. Je vous embrasse, prenez soin de vous, lavez-vous les mains, lisez des livres, évitez les bisous et on se revoit très très vite sur Babylone prend son bouquin. Ciao ciao.